Je remercie les laboratoires Sotema et puis j'ai lu une dépêche, Madame Mouja va nous confirmer ça, c'est que vous allez et vous vous êtes engagé à fabriquer le vaccin avec Sinopharm ici, ce qui est une chose extraordinaire parce que le fait de démarrer et d'avoir cette technologie au Maroc va permettre aussi de développer pas mal de choses et puis de ne pas laisser les vaccins uniquement à l'importation. Et ça serait une excellente chose pour notre patrie sous l'égide de Sa Majesté qui a initié ça. Je trouve qu'il y a des progrès qui se font. La dernière fois, lors de l'allocution pendant le congrès, j'avais félicité les laboratoires marocains parce qu'en fait, les laboratoires marocains, je le dis, c'est eux qui étaient là avec nous, pédiatres, pendant la pandémie. C'est eux qui nous ont aidés à avoir le matériel, les masques au moment où il n'y avait pas de masques. C'est eux qui nous ont aidés. Malheureusement, et je l'ai dit aux grandes firmes, ils n'ont pas bougé le petit doigt. Donc, toutes les multinationales, ils n'ont absolument rien fait. Et c'est pour ça que je trouve l'initiative de créer un département de pédiatrie une initiative extrêmement importante. Ça donne la valeur de la pédiatrie parce qu'on en a besoin et parce que la pédiatrie reste pour l'industrie pharmaceutique le parent pauvre. Les produits se développent et on est toujours, après que le produit commercialisé, que le produit a fait ses preuves, que c'est vrai que c'est de la protection, mais à côté de ça, la recherche pédiatrique a besoin de départements comme le vôtre et ça permet de développer beaucoup de choses en pédiatrie. Je vous remercie. Donc, on a trop parlé. Je passe la parole à mon ami professeur Saïd Tahir, qui va aujourd'hui nous parler de quelque chose qu'on ignore, peut-être qu'on a vu, qu'on n'a pas diagnostiqué. C'est le syndrome d'entérocolite induite par les médicaments. Et puis, il va essayer de nous faire un peu la distinction entre le syndrome d'entérocolite induite par les protéines qu'on commence à connaître et celui avec les médicaments qu'on ignore. Et puis, il y aura plein de surprises qu'on va découvrir lors de sa communication. J'avais découvert un peu pendant la Maforcale à Tanger, et donc c'est pour ça que je lui ai proposé de nous éclairer sur ce sujet-là, qu'il a accepté volontiers. Donc, on a un médaillé qui va nous présenter aujourd'hui le syndrome entérocolite induite par les médicaments. En fait, c'est la distinction et la séparation entre celui du syndrome d'entérocolite induite par les protéines. Je te cède la parole, mon ami. Merci, Khalid. Merci à la PILIP et pour ces tables rondes qui nous permettent justement de nous réunir et d'échanger à travers des thématiques que j'espère intéresseraient tous les pédiatres. Je remercie à mon tour les laboratoires Sotema pour nous avoir justement sponsorisé et permis de se retrouver dans un beau cadre et parler justement d'un syndrome tout particulièrement, je dirais, ignoré des pédiatres et même parfois des allergologues. Il s'agit en effet de ce qu'on appelle le syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Très bien. Merci. Donc, on va parler du syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Certains ont certainement entendu parler du SEIPA, le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, comme s'il s'agit d'un même syndrome, mais une fois c'est les médicaments, donc c'est une hypersensibilité, on va le voir aux médicaments, et dans le SEIPA c'est plutôt les protéines alimentaires qu'on connaît peut-être mieux comme étant de potentiels allergènes. Alors le syndrome d'entérocolite induit par les médicaments, ou en anglais le Drug Induced Enterocolitis Syndrome, le DICE, est une réaction d'hypersensibilité non IgE médiée aux médicaments. Donc c'est une hypersensibilité aux médicaments de type non IgE, donc à différencier des hypersensibilités IgE. On va le voir, il est caractérisé par des symptômes qui ressemblent généralement à ceux du SEIPA, le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, qu'on commence à connaître de mieux en mieux.
Il s'agit certes d'une entité rare, mais probablement sous-estimée, comme l'a signalé Khalid. Probablement c'est un syndrome qu'on ne connaît pas. On va voir un petit peu les symptômes. C'est des symptômes relativement banals. Et si j'en parle aujourd'hui, parce que j'ai aussi la casquette du gastropédiatre, donc c'est un syndrome justement qui va se manifester par des signes digestifs. Il n'y a que des signes digestifs. Dans une hypersensibilité, en fait, je dirais une allergie, mais aux médicaments pour ce qui est de trigger. Alors, seulement quelques cas ont été rapportés dans la littérature, parce qu'on en prend conscience de plus en plus, et ce syndrome a été décrit pour la première fois en 2014. Pour le CEIPA, par contre, c'est une allergie, là aussi alimentaire, mais qui est non IgE médiée. Elle est caractérisée effectivement par des vomissements répétitifs, donc il n'y a que des signes digestifs. Donc j'insiste d'emblée sur les manifestations cliniques. C'est une allergie, mais il n'y a que des signes digestifs, il n'y a pas de signes cutanés, il n'y a pas de signes respiratoires. Donc il y a des vomissements répétitifs, il y a des diarrhées fréquentes qui peuvent accompagner ces vomissements, notamment dans la forme aiguë, parce qu'effectivement dans le CEIPA, on distingue la forme aiguë, enfin, suite à la prise de l'aliment responsable, mais il y a une présentation chronique de ce syndrome avec une diarrhée qui traîne, avec des vomissements épisodiques, mais c'est un syndrome qui traîne, et il y a un trigger qu'on prend peut-être tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais les manifestations ne sont pas aussi impressionnantes que dans la forme aiguë. Et c'est des enfants qui peuvent avoir aussi un retentissement sur la croissance. Bon, pour le CEIPA, il existe une forme atypique, mais relativement rare, avec présence d'IgE spécifiques, parce que je vous ai dit que ces syndromes sont non IgE, mais il y a des formes atypiques où on peut trouver des IgE positifs vis-à-vis justement de l'allergène responsable. Alors le diagnostic de CEIPA, il est basé uniquement, on va le voir, sur des critères cliniques. Et il est souvent retardé parce qu'effectivement, c'est des symptômes qui ne sont pas spécifiques, enfin des symptômes qu'on retrouve, on va le voir pour le diagnostic différentiel dans d'autres syndromes. Et donc, il n'y a pas de spécificité des symptômes et il y a une méconnaissance par les praticiens de cette pathologie. Et puis, les aliments qui sont en cause et le délai d'apparition de ce syndrome varie un petit peu, et même pour la résolution, parce que heureusement, c'est de l'allergie alimentaire et pour la plupart, vous le savez certainement, des allergies alimentaires, elles sont résolutives, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer vers la guérison en quelque sorte dans la plupart des cas. Mais ce délai de résolution et puis l'apparition bien sûr des symptômes varie selon les régions et les pratiques alimentaires. Le traitement, on va le voir, il est basé bien sûr sur l'éviction de l'aliment et l'éducation justement vis-à-vis pour éviter au maximum l'aliment responsable. Juste pour le rappeler, pour les hypersensibilités donc dues aux aliments, il y en a ceux qui sont de mécanismes immunologiques, donc allergiques, et ceux de mécanismes non immunologiques, donc non allergiques. Et dans l'allergique, vous avez les formes IgE médiées, et vous avez d'habitude des manifestations assez typiques qui surviennent plus ou moins rapidement, c'est-à-dire dans un délai court après la prise de l'aliment responsable. Vous pouvez avoir un syndrome oral, de l'urticaire, des œdèmes, une rhinoconjonctivite, des vomissements, douleurs abdominales, un asthme aigu grave, voire une anaphylaxie pour ce qui est de la forme sévère. Mais là, le délai, bien sûr, dans l'IgE, ça vous le savez, il est relativement court, ça peut être quelques minutes après la prise de l'aliment. Vous avez des formes mixtes, et là, vous avez d'une part la dermatite atopique, et vous avez toute la gamme, je dirais, de la pathologie digestive à éosinophile, de ce qui est en fait œsophagite à éosinophile, gastro-duodénite à éosinophile, voire les colites à éosinophile. Là, vous avez des mécanismes mixtes IgE, non IgE. Et puis, vous avez les hypersensibilités en fait allergiques qui sont plutôt de type non IgE, exclusivement. Et vous avez en tête le CEIPA, donc le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. Vous avez aussi des manifestations basses telles que la proctocolite induite par les protéines alimentaires. Là, c'est des nourrissons qui vont avoir des rectoragies suite à l'ingestion en fait, de l'aliment responsable. Et généralement, c'est des formes relativement bénignes qui vont disparaître quelques semaines, voire 1-2 mois après.
sous régime, en tout cas, d'éviction. Et puis, vous avez une forme qui est traînante qu'on appelle l'entéropathie. Ce n'est pas l'entérocolie, c'est l'entéropathie induite par les protéines alimentaires qui peut parfois être confondue avec la maladie cœliaque. Donc, vous avez un tableau qui ressemble à peu près à la maladie cœliaque. Bon, je ne vais pas parler des hypersensibilités d'origine non allergique. Vous connaissez certainement, il y a d'origine infectieuse, toxique, pharmacologique, idiopathique, voire métabolique. Alors, juste pour illustrer ce SAIPA, donc vous avez le cas clinique rapidement d'un petit nourrisson âgé de 6 mois qui consulte pour un malaise avec léthargie, il est né à terme, hypotrophe. Il a été mis sous allaitement artificiel exclusif depuis le début, hospitalisé à l'âge de 3 semaines pour une gastro-entérite, enfin on l'a étiqueté comme gastro-entérite. Un lait sans PLV a été prescrit au décours de cette gastro-entérite parce qu'il était jeune et on s'était dit pour éviter la sensibilisation, donc on le met quand même sous hydrolysat de protéines de lait de vache. On a essayé de réintroduire les PLV à 5 semaines et puis à 3 mois de vie. Et ça a été à chaque fois un échec, c'est-à-dire un enfant qui a repris des vomissements et de la diarrhée. On a fait le dosage des IgE spécifiques parce qu'on a pensé effectivement à l'allergie, mais il s'avère que les IgE étaient négatifs. Donc ce n'était pas une forme IgE, en tout cas médiée comme allergie. Alors, le jour de consultation, l'enfant avait reçu 30 ml de lait de vache et dans l'heure suivante, 1 heure après la prise de ces 30 ml de lait, il a fait 6 selles liquides et 10 vomissements alimentaires avec un état de somnolence inhabituel. Donc, c'est un enfant qui a été ramené aux urgences, quand même dans l'état était assez inquiétant. À l'admission, nourrisson conscient, il était génial, hypotonique, il était fébrile à 39, eupnéique, avec une auscultation pulmonaire qui était normale, il était toutefois tachycarde, un taux de recoloration normal, une tension qui était limite, l'abdomen était souple avec un pli quand même cutané. Donc il avait quand même des signes de déshydratation. Bon, à votre avis, devant ce tableau, je dirais, qu'on voit peut-être tous les jours en consultation ou là aux urgences, on pense a priori à la gastro-entérite. Bon, là, on connaît un petit peu l'histoire. C'est un enfant qui est allergique et donc, puisqu'il a pris du lait de vache, il a manifesté son allergie. Mais si on ne connaissait pas l'histoire, déshydratation, vomissement, diarrhée, a priori, ça fait gastro-entérite. On l'a réhydraté, on a injecté de l'adrénaline, mais ça n'a pas eu d'effet, parce qu'on a pensé à l'allergie. On s'était dit qu'il fait une anaphylaxie, mais ce n'était pas ça, il n'y avait que des signes digestifs. Et puis, on a complété par une injection de méthylprédnisolone. L'état hémodynamique s'est rétabli, le tonus de l'enfant s'est normalisé dans l'heure qui suit. Donc, vous avez ici un tableau assez typique du SAIPA, donc des manifestations, comme je vous ai dit, digestives, vomissement, diarrhée avec risque de déshydratation, 1 heure minimum après la prise de l'aliment responsable. Dans ce cas, c'était bien sûr le lait de vache et qui a nécessité donc une réhydratation et une corticothérapie qui a peut-être accéléré donc la guérison. Donc pour revenir effectivement au SAIPA, le SAIPA, je vous ai dit, il est relativement méconnu de la communauté des pédiatres et même des allergologues. Là, c'est un travail qui est un petit peu ancien, qui a évalué un questionnaire sur ce SAIPA auprès des allergologues et des pédiatres. Et vous voyez que beaucoup de collègues ne connaissaient pas ce syndrome, ou ils ont dû peut-être entendre parler de ce syndrome, mais qui n'avaient pas en tout cas l'expérience de ce syndrome assez particulier. Mais j'espère qu'on en parle maintenant de plus en plus et que les collègues sont sensibilisés à ce syndrome. Alors pour la clinique de SAIPA, l'âge moyen de début est en moyenne entre 2 et 7 mois, c'est-à-dire la plupart des cas se sont manifestés entre l'âge de 2 mois et 7 mois. Le début est le plus précoce pour l'allergie au PLV, parce que c'est le premier, je dirais, allergène ou le premier aliment allergisant chez l'enfant par rapport aux autres allergènes alimentaires. L'âge médian de survenue de la première réaction SAIPA est en moyenne de 20 jours pour le lait de vache, 195 jours pour les autres allergènes.
Alors, je vous ai dit que pour le CEPA, il y a les formes aiguës, les enfants qui font des manifestations suite donc à la prise de l'aliment allergénique, avec un tableau donc assez typique, les vomissements en jet, répétitifs, minimum 1 heure, voire jusqu'à parfois 6 heures. C'est ce qui fait parfois la difficulté pour faire le lien entre la prise de l'aliment et les manifestations cliniques. Vous avez des enfants qui vont avoir leurs manifestations 5 heures, 6 heures après la prise de l'aliment. Donc pour faire le lien d'imputabilité, ce n'est pas toujours évident. Alors une diarrhée sanglante peut aussi s'observer dans les 2 à 10 heures après l'ingestion de l'aliment, ce qui va être responsable de léthargie, pâleur, hypothermie, en fait tous les signes qu'on a vus pour le cas clinique. Et puis vous avez des formes plutôt relativement insidieuses chez les enfants qui prennent l'aliment tous les jours. Et donc vous pouvez avoir des enfants qui vont consulter pour des vomissements intermittents, une diarrhée chronique plus ou moins sanglante et une mauvaise croissance. Donc vous n'avez pas vraiment le tableau aigu avec le choc hypovolimique suite à la déshydratation, mais c'est des enfants qui vomissent au long cours. Et des fois, il peut faire un accès de forme aiguë qui va peut-être nécessiter une hospitalisation et une prise en charge pour ce qui est de la déshydratation, voire le choc hypovolimique. Le diagnostic positif du CEPA donc, repose essentiellement sur l'histoire clinique. Quand on connaît plus ou moins ce syndrome, quand on a une histoire d'épisodes de vomissements répétitifs qui surviennent avec parfois une déshydratation, quand on a des antécédents d'atopie, voire antécédents de CEPA, des épisodes d'encroproductive, avec toutefois des prick tests, c'est-à-dire on pense à l'allergie, mais les tests cutanés, ils sont négatifs, et c'est le cas dans la plupart des formes du CEPA. Les IgE spécifiques, là aussi, sont habituellement négatifs, mais vous avez, je vous ai dit, des formes atypiques qu'on décrit dernièrement. Donc vous avez un tableau de CEPA, mais avec quand même des IgE positifs. Les patch tests sont inutiles dans le CEPA. Alors les aliments les plus en cause dans le CEPA, c'est en tout cas un syndrome qui est rarement décrit chez les nourrissons exclusivement allaités au sein, mais vous pouvez avoir des CEPA chez des bébés exclusivement allaités au sein. Donc vous avez des protéines allergisantes qui passent via le lait maternel. Mais sinon, les aliments les plus incriminés sont le lait de vache, bien sûr. Vous avez ensuite le soja et le riz. Parfois, vous avez les autres céréales qui peuvent être en cause, l'avoine, l'orge, le blé ou autres aliments solides, patates, œufs, poulet, légumes, fruits, champignons, crustacés, poissons, noix, arachides. Donc, vous avez finalement toute la gamme des aliments potentiellement allergisants qui peuvent être en cause, mais vous avez essentiellement le lait de vache, le soja, le riz. Dans la littérature, c'est ce qui a été le plus décrit comme étant responsable du CEPA. Donc voilà un petit peu pour le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. On va voir donc ce syndrome équivalent, et vous avez les mêmes symptômes, on va le voir, et même les critères diagnostiques, en fait, ils étaient inspirés des guidelines pour le diagnostic de CEPA. Alors juste pour le rappeler, les médicaments peuvent être responsables d'autres entéropathies, mais plutôt de mécanismes toxiques. On connaît par exemple les colites microscopiques, les entéropathies sévères en rapport avec certains médicaments, notamment chez l'adulte. On a même décrit des formes de MICI suite à la prise de certains médicaments, notamment des antimitotiques. On a décrit aussi des perforations intestinales suite à la prise de certains médicaments. En fait, là aussi, c'est généralement de la biothérapie, des colites eosinophiles avec les AINES, des diaphragmes de l'intestin grêle avec les AINES, des angioïdèmes, des hématomes de l'intestin grêle, des colites infectieuses qu'on connaît peut-être mieux chez l'enfant. Vous connaissez tous la colite à Clostridium difficile qui peut se développer suite à la prise d'antibiotiques. On a décrit aussi des mucites intestinales, des colites neutropéniques. Donc vous avez quand même une liste assez large. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude chez l'enfant d'en voir assez, mais chez l'adulte, ces entéropathies médicamenteuses sont plutôt bien connues des gastro-entérologues. Mais quand on parle de DICE, donc le syndrome d'entérocolite induit par les
médicaments. Là aussi, c'est une entéropathie, c'est une entérocolite, mais qui a quand même un certain nombre de spécificités. Elle a été décrite, je vous ai dit, pour la première fois en 2014 chez une fillette, c'était une observation d'une fille italienne qui a développé, une fillette de 6 ans qui a développé des symptômes gastro-intestinaux, donc des vomissements, de la diarrhée avec une pâleur, donc que des signes finalement digestifs, 2 heures après un test de provocation médicamenteuse avec de l'amoxicilline. C'est-à-dire qu'on a suspecté l'amoxicilline comme étant responsable des manifestations, parce qu'elle faisait quand même des tableaux répétitifs de ces vomissements et diarrhées. Et quand on a fait le test de provocation pour finalement démontrer l'imputabilité, donc incriminer en quelque sorte cette amoxicilline, l'enfant avait présenté 2 heures après la prise de l'amoxicilline ce tableau fait de vomissements, de la diarrhée et de la pâleur. C'est ce qu'on fait aussi pour le CEPA quand on suspecte un aliment comme étant responsable. On fait un test de réintroduction qu'on appelle aussi le test de provocation orale. Alors, vu ce cas clinique, ce cas rapporté, et vu les caractéristiques cliniques et biologiques à présenter cet enfant, et il y avait même sur le plan biologique une méthémoglobinémie qui a été décrite, avec bien sûr un besoin d'apport liquidien parce que l'enfant était quand même déshydraté. Donc vous aviez quand même des manifestations qui ressemblent à celles du CEPA. C'est ainsi qu'on a finalement évoqué peut-être une similitude entre l'entérocolite induite par les protéines alimentaires et ce tableau d'entérocolite induit finalement par l'amoxicilline. Alors, on ne connaît pas l'incidence ni la prévalence de ce syndrome, je dirais, peut-être qu'on connaît un peu plus sur le CEPA, mais pour le DICE, pour le syndrome induit par les médicaments, on n'a pas vraiment encore d'idée. Bon, vous avez dans cet hôpital de Florence, donc le Mayo Children's Hospital, il y avait sur 714 enfants suspects d'hypersensibilité, il y avait 3 cas d'entérocolite induite quand même par des médicaments. Il s'agit certes donc d'une réaction rare, mais qui n'est pas exceptionnelle. Alors comme on le sait, les vomissements ne sont pas vraiment spécifiques d'une réaction d'hypersensibilité. C'est des manifestations qu'on retrouve dans beaucoup de pathologies et sont souvent considérées comme un effet indésirable des médicaments, donc on ne pense pas facilement à ce syndrome. Et certainement, on a besoin d'études multicentriques pour peut-être évaluer la prévalence ou l'incidence de ce trouble. Alors, les médicaments qui sont, jusqu'à ce jour, qui sont incriminés dans ce syndrome sont l'amoxicilline acétylclavulanique, et il y a eu un seul cas de DICE qui était induit par des IPP, le pantoprazole. Alors, vous avez ici le résumé de tous les cas cliniques rapportés à ce jour. Il y aurait une dizaine de cas depuis 2014. Désolé, je ne pense pas que vous arrivez à voir tous les détails. Mais en tout cas, pour les médicaments responsables, vous avez à chaque fois l'amoxicilline acide clavulanique, et vous avez, comme je vous ai dit, un seul cas, et c'était chez un adulte de 69 ans, le dernier, qui était dû à l'IPP, au pantoprazole. Mais sinon, pour le reste des cas rapportés, c'était des enfants. Il y avait une histoire de réaction médicamenteuse préalable pour la plupart des cas rapportés. Et puis, on a dû faire un test de provocation médicamenteuse pour justement s'assurer du lien entre les médicaments incriminés et les manifestations. Et ce test était positif pour tous les cas rapportés dans la littérature. Et puis, pour la thérapie, bon, il y a ce délai entre la prise de médicaments et les manifestations cliniques. Donc, ça va d'1 heure, 2 heures, 4 heures, 1 heure et demie, voire plus, donc pour tous les cas qui étaient rapportés. Et il y avait aussi quelques marqueurs biologiques qui restent
quand même non spécifiques, enfin on ne peut pas s'y baser pour retenir le diagnostic de syndrome d'entérocolite, mais il y avait quand même des manifestations biologiques qu'on a dû retrouver dans tous les cas au même titre que dans le SAIPA, dans le syndrome induit par les protéines alimentaires, telle qu'une augmentation de taux des globules blancs, c'est-à-dire qu'on fait une numération formule sanguine avant de donner le médicament, avant de commencer le test, et puis on attend au moins 5 ou 6 heures pour refaire une autre numération. Et chez la plupart des enfants qui ont bénéficié de ce test de réintroduction, on a constaté une augmentation d'au moins de 10 000, 12 000 globules blancs par millimètre cube pour la plupart des enfants. Et cette augmentation a été retenue comme un marqueur qui pourrait justement contribuer au diagnostic de ces syndromes d'entérocolite. Alors sur la dernière colonne, on a essayé de tester, parce que vous le savez certainement, le souci avec les médicaments, quand on est allergique à un médicament, et surtout des médicaments qu'on utilise assez souvent dans nos prescriptions, enfin l'amoxicilline acéclavulanique, les IPP, c'est des médicaments d'utilisation courante. On a du mal justement à prescrire ces médicaments, et quand on sait qu'il y a un besoin, on veut à chaque fois trouver une alternative. C'est-à-dire on veut trouver un médicament qui soit toléré et qui aurait peut-être le même effet. Et donc c'est pourquoi, en tout cas dans l'allergie médicamenteuse, on cherche l'alternative. C'est-à-dire parfois au lieu de tester le médicament suspect, parce que des fois on a la répétition des symptômes avec la prise de médicaments suffisent pour retenir le diagnostic de DICE, de syndrome d'entérocolite induit par les médicaments, par ce médicament. Mais on veut chercher l'alternative et on fait des tests de provocation avec des médicaments relativement similaires pour chercher l'alternative au cas où l'enfant aurait besoin d'un médicament de ce genre. Donc on a essayé de faire pour un certain nombre de patients ce test de provocation pour rechercher l'alternative. Vous avez par exemple pour le deuxième enfant qui était allergique à l'amoxicilline, on a testé la phénoxyméthylpénicilline, donc la PNIV, pardon, et il a été toléré. Donc être allergique par mécanisme DICE à l'amoxicilline ne contre-indique pas l'utilisation de la pénicilline V. Et donc on a au moins une alternative au cas où l'enfant aurait besoin d'une antibiothérapie de ce genre. En tout cas, on va y revenir dans la discussion. Alors, le diagnostic, là aussi, de syndrome d'entérocolite induit par les médicaments, il se base sur les mêmes principes que pour le SAIPA, sur l'histoire clinique, les antécédents d'atopie, il y a la reproductibilité des épisodes. Alors là aussi, les prick tests avec le médicament sont négatifs, les IgE spécifiques sont aussi négatifs. Et les patchs seraient relativement inutiles aussi dans la situation des entérocolite induites par les médicaments. Pour la place de l'imagerie, de l'endoscopie digestive, on n'a pas vraiment d'idée. Il s'agit de manifestations digestives, certes. J'ai trouvé juste dans le cas de DICE avec le pantoprazole, donc avec l'IPP, une TDM abdominopelvienne qui a été faite et qui avait montré un œdème intestinal avec un épaississement pariétal qui s'étalait quand même du duodénum au grêle distal et qui épargne l'ilion terminal. Bon, c'est un constat qui a été fait chez un patient adulte qui a fait une hypersensibilité à l'IPP, mais on n'a pas retrouvé, en tout cas on n'a pas assez d'informations sur les manifestations, radiologiquement visibles chez ces sujets qui font un syndrome d'entérocolite. Alors sinon, généralement, quand on a un cas d'entéropathie médicamenteuse, DICE ou autre entéropathie médicamenteuse, les critères diagnostiques sont bien sûr basés classiquement sur la notion de prise de médicaments antérieure à l'événement, bien sûr, indésirable. Le fait d'arrêter le médicament devrait entraîner la disparition, bien sûr, de l'événement. La reprise entraîne bien sûr la récidive, l'absence d'autres causes, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher une autre cause, on n'a pas vraiment de cause évidente quand on fait des explorations, puis le signalement dans plusieurs cas similaires à celui observé notamment dans la littérature, c'est-à-dire on est rassuré, on connaît mieux et on arrive mieux à diagnostiquer, à cerner le diagnostic si on a une idée sur ce qui est rapporté dans la littérature concernant tel médicament et son lien avec tel type d'entéropathie.
pour le DAES, c'est relativement récent et on commence à en parler. Il y a donc, comme je vous ai dit, à peine une dizaine de cas qui sont actuellement rapportés dans la littérature. Le diagnostic d'entéropathie médicamenteuse, il est parfois bien sûr difficile. Lorsque le malade a oublié ou n'est pas en capacité de signaler la prise de médicaments, il faut bien sûr regarder, vérifier l'ordonnance, ou lorsque l'effet indésirable n'est pas encore décrit. Là, c'est pour, je dirais, l'ensemble des entéropathies médicamenteuses avec le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, pour le DAES, pour le syndrome induit par, d'entérocolite induit par les médicaments, alors les antibiotiques, et en particulier, comme on vient de le voir, l'amoxicilline ou l'association amoxicilline-acéclavulanique, sont connus. Comme vous le savez, pour provoquer des symptômes gastro-intestinaux, il y aurait 19% ou presque des patients qui vont avoir des manifestations type diarrhée, vomissement, des effets indésirables finalement qui sont bien connus. Donc, on considère que c'est des effets indésirables. Alors, ces effets indésirables surviennent généralement dans l'heure qui suit l'administration des médicaments. Ils sont généralement légers et isolés, mais lorsque les vomissements surviennent un peu tardivement après la prise donc, de médicaments, lorsque ces vomissements sont abondants, associés à une pâleur et une léthargie, vous devez évoquer le syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Donc, vous n'avez pas des manifestations classiques, une petite diarrhée, un peu de vomissement, c'est des vomissements quand même assez forts, et il y a un délai entre la prise de médicaments d'au moins 1 heure, avec éventuellement une léthargie, voire une déshydratation chez le tout petit. Alors, le diagnostic différentiel inclut aussi les hypersensibilités, bien sûr, IgE médiées, quand on a des symptômes qui surviennent vers 1 heure à peu près après la prise de médicaments. Mais on le sait, pour les hypersensibilités IgE médiées, pour la plupart, la réaction est relativement immédiate, voire il peut survenir dans les minutes qui suivent la prise de médicaments. Et ce qui est par contre caractéristique de DAES, c'est que les vomissements sont prolongés, comme je vous ai dit, sont accompagnés d'un mauvais état général à la différence des réactions IgE. Par contre, les réactions IgE médiées peuvent être associées à d'autres manifestations systémiques. Alors, dans le syndrome d'entérocolite, vous n'avez que des signes digestifs, avec comme conséquence éventuellement léthargie, pâleur. Mais dans les IgE médiés, vous avez souvent d'autres manifestations systémiques. On a vu un petit peu tout à l'heure le syndrome oral, les manifestations cutanées, vous pouvez avoir des signes respiratoires, etc. Alors, si vous avez ce genre de symptômes, vous êtes hors syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Alors, vous avez ici la liste un petit peu des diagnostics différentiels devant des tableaux d'entérocolite. On pourrait évoquer donc une gastroentérite, une septicémie, une invagination, une sténose de pylore, une proctocolite allergique, voire des causes aussi chirurgicales qu'il ne faut pas négliger, au même titre que l'invagination, vous avez le volvulus. Ça peut être aussi une intoxication, ça peut être une entérocolite nécrosante chez le tout petit, ça peut être un syndrome de Munchausen. Donc vous avez quand même une liste des diagnostics différentiels qu'il faut avoir en tête et qu'il faut absolument éliminer avant de retenir le syndrome de DAES. Alors, dans certains cas, vous avez cette notion d'atteinte cutanée qui a été décrite lors de la première réaction et qui pourrait évoquer une réaction de type IgE, voire un passage d'une forme IgE vers une forme non IgE. Donc, des enfants qui ont fait peut-être une réaction à un médicament, type réaction cutanée, et ça nous arrive souvent à la pénicilline et l'histoire de l'allergie à la pénicilline, des enfants qui font des éruptions et on les prend pour des allergiques pour toute leur vie à la pénicilline. Et on le sait actuellement, ces éruptions peuvent justement être en rapport tout simplement avec une virus qui a dû accompagner ce syndrome fébrile, etc., qui a été peut-être à l'origine de ce syndrome fébrile. Par ailleurs, la coexistence de mécanismes réactionnels immédiats et retardés chez un même patient est difficile à comprendre, c'est-à-dire avoir les deux mécanismes à la fois, ce n'est pas toujours évident. Et donc, parfois, ça peut nous brouiller un petit peu les idées quand il s'agit d'un enfant qui a un syndrome de DAES. Alors, le diagnostic, sinon, il est actuellement, principalement, on va le voir, basé sur des critères cliniques et parfois, il est confirmé par le test de provocation, donc le TPM.
Les critères, on va les voir, sont ceux des guidelines internationales de CEPA, c'est-à-dire on a pris les mêmes critères que pour le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires pour retenir le diagnostic de syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Alors, bien que non obligatoire, le test de provocation, il est quand même fortement recommandé si l'enfant a fait un seul épisode, et ceci, bien sûr, pour confirmer ou exclure formellement le diagnostic. Si vous avez la répétition des symptômes à chaque fois que l'enfant prend le même médicament, vous avez peut-être votre diagnostic, il faut peut-être plutôt chercher l'alternative. Mais si vous avez un enfant qui a fait un seul épisode, qui rappelle le syndrome d'entérocolite, il est recommandé de faire ce test de provocation. Donc, on va convoquer en principe l'enfant, on va faire le test selon un protocole pour les médicaments. En tout cas, on donne généralement une dose, la dose habituelle, mais ça doit se faire sous surveillance, bien sûr, médicale. Et si vous avez des signes finalement objectifs en faveur de ce syndrome, vous allez finalement retenir le syndrome, vous allez retenir le coupable, c'est-à-dire le médicament qui était en cause. Là, c'est juste pour rappeler les tests de réintroduction médicamenteuse chez l'enfant. Est-ce qu'il faut à chaque fois hospitaliser ou on peut les faire juste en consultation? C'est comme pour les hypersensibilités alimentaires. Si je prends l'exemple de l'allergie au lait de vache, quand l'allergie est de type non IgE avec des manifestations relativement mineures, type un peu de vomissement, un peu de diarrhée, une petite éruption, voire même un petit eczéma, là, on peut autoriser la réintroduction même à domicile. On n'est pas obligé de faire un test de réintroduction en milieu hospitalier. Mais quand l'enfant a une forme plutôt IgE ou bien il fait des formes sévères, on fait un test de réintroduction obligatoirement en milieu hospitalier. Le seul cas où on fait un test de réintroduction en milieu hospitalier pour les non-IgE, c'est le CEPA. Donc, quand il s'agit d'un CEPA, on ne va pas s'amuser à réintroduire du lait cuit, ce qu'on fait d'habitude. Les collègues qui font un peu d'allergologie, ils savent ça. C'est-à-dire, on peut proposer, par exemple, du biscuit avec de lait cuit à domicile en petite quantité. On peut monter un petit peu en quantité et espérer que l'enfant guérisse carrément de cette allergie au PLV. Mais pour le CEPA, c'est une forme non IgE, mais quand même assez sévère. Donc, je ne peux pas m'amuser à réintroduire le lait cuit ou non à domicile. Je dois faire la réintroduction au milieu hospitalier. Alors, vous avez à peu près le même algorithme ici pour ce qui est des tests médicamenteux. Bien sûr, en cas de réaction grave, on ne fait même pas de test de réintroduction. On recherche, comme je vous ai dit, l'alternative, ce qui est recommandé par ceux qui font de l'allergie médicamenteuse. Alors, quand il y a des comorbidités, il faut faire le test de réintroduction en hôpital de jour avec un protocole quand même prudent. Sinon, en fonction de type de la réaction au médicament, si c'est une réaction de type 1 avec un délai de moins de 3 heures ou une histoire floue, il faut faire un test de réintroduction en hôpital de jour, donc sous surveillance médicale. Sinon, pour les types 4, c'est-à-dire les manifestations de type tardive, on fera éventuellement un test de réintroduction en ambulatoire avec un protocole assez rapide. Donc, il n'y a pas beaucoup de soucis pour ces enfants. Mais pour le DICE, pour le syndrome d'entérocolite induit par les médicaments, il faut absolument que ce TPO, ce test de provocation, soit fait sous surveillance médicale, donc en hôpital de jour. Et finalement, pour retenir le diagnostic de DICE, il y a un critère majeur, il y a des critères mineurs, et le diagnostic il est hautement probable quand on a des vomissements prolongés survenant 1 à 4 heures après la prise de médicaments, d'accord? L'absence de symptômes cutanés et respiratoires, sinon on n'est plus dans les formes non IgE, plus au moins 3 critères mineurs parmi la liste des critères mineurs, à savoir la diarrhée, l'hypotension, le besoin d'une réhydratation, donc d'un apport liquidien intraveineux. Donc vous avez ici un petit peu les critères de diagnostic. Vous avez certainement la reproductibilité des épisodes qui nous facilite le diagnostic. Et lorsque, c'est-à-dire on n'a pas cette notion de répétitivité des symptômes, on va avoir recours bien sûr au test de provocation médicamenteuse. Après ce test de provocation, il faut absolument surveiller les patients pendant au moins 4 heures, c'est-à-dire on n'avait pas de réaction toujours rapide,
Et il faut garder les enfants jusqu'à même 6 heures sous surveillance médicale. En effet, le délai entre la prise de médicaments et l'apparition des symptômes est compris entre 90 minutes et 4 heures. Le délai moyen, vous avez, c'est 2 heures 15 minutes. Alors maintenant, pour les réactions croisées, vous avez retenu finalement votre diagnostic, vous connaissez le médicament responsable. On connaît sinon les réactivités croisées entre les médicaments et entre les antibiotiques en particulier. Et pour le DICE, effectivement, une réactivité croisée de l'amoxicilline avec d'autres médicaments est bien sûr possible. Et on se demande, on se pose toujours bien sûr la question quand on a un cas d'hypersensibilité médicamenteuse. Cependant, il faut dire pour le DICE, il n'existe pas actuellement d'études qui évaluent la réactivité croisée, en particulier entre les pénicillines et les céphalosporines, qui diffèrent a priori par leur chaîne latérale. Il y a un noyau bêta-lactam, il y a des chaînes latérales qui diffèrent entre un antibiotique et un autre. Et jusqu'à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études justement ou de recherche de ces réactions croisées. Alors, certains auteurs, comme je vous l'ai montré pour les cas rapportés dans les littératures, ils ont confirmé la tolérance à la phénoxyméthylpénicilline pour les enfants qui sont allergiques à l'amoxicilline. Donc, la pénivé reste une alternative possible chez ces enfants. D'autres ont montré une tolérance de la céphalodoxine, voire de la pénicilline G. Et certainement, enfin, comme je vous ai dit, il est intéressant à chaque fois de faire un test de provocation pour chercher l'alternative, c'est-à-dire tester d'autres médicaments que l'on peut éventuellement utiliser chez l'enfant. À ce jour, ni la structure moléculaire des allergènes alimentaires ou médicaments responsables de ces syndromes d'entérocolite, ni le mécanisme immunologique impliqué ne sont bien clairs, ne sont bien identifiés. La plupart, vous le savez, des médicaments sont des aptènes et pour qu'ils manifestent leur allergénicité, ils doivent être associés à des protéines, et enfin, surtout les protéines ou les molécules transporteuses. Pardon. Et la plupart, enfin, la réponse immunitaire effectivement à l'amoxicilline est probablement déterminée non seulement par sa structure propre, mais aussi par la nature des molécules qui transportent ces aptènes, ces antibiotiques, et par conséquent, il y aurait peut-être d'autres mécanismes qui seraient à l'origine de ces manifestations liées à l'hypersensibilité à l'amoxicilline. Alors, pour le CEIPA, le rôle des cellules T a été fortement remis en cause récemment, et il y aurait d'autres types cellulaires comme les cellules qui interviennent dans l'immunité innée qui seraient plus ou moins incriminées. Le lien entre les perturbations immunitaires et les symptômes cliniques reste encore mal connu. On a évoqué le rôle de la sérotonine, notamment pour les vomissements. Il serait fortement impliqué dans la physio, je dirais, pathologie de ces manifestations cliniques liées à l'intolérance ou à l'hypersensibilité à ces médicaments. Alors, toujours dans la physiopathie, il n'y a pas d'augmentation de la tryptase au cours de la phase aiguë, par, je dirais, ce qu'on retrouve d'habitude dans les réactions d'anaphylaxie, dans les allergies IgE. Pour le DICE, il n'y a pas d'augmentation de la tryptase. En dehors de la neutrophilie et de la méthhémoglobinémie, il n'y a pas finalement de marqueurs spécifiques pour le DICE ou pour le CEIPA. Donc finalement, on se base principalement sur les critères cliniques. Même la neutrophilie, je vous ai parlé d'une augmentation de taux des neutrophiles avant la prise et quelques heures après la prise de médicaments. Alors, la neutrophilie, vous le savez certainement, peut être liée aux vomissements eux-mêmes, au stress lié à la réaction ou même à l'administration des corticoïdes. Les corticoïdes peuvent aussi augmenter le taux des neutrophiles, donc la neutrophilie n'est pas vraiment spécifique de ce syndrome. On a aussi essayé de chercher d'autres marqueurs je dirais allergénique, telle que la protéine cationique éosinophilique, qui a été augmentée dans les selles de certains patients qui est suite à un test de provocation avec l'amoxicilline acide clavulanique. Le mécanisme serait probablement, en fin de compte, des troubles intestinaux liés à la libération de métabolites ou immunogènes après un passage intestinal hépatique. C'est-à-dire, finalement, il y a juste des suspicions, on ne connaît pas, en fin de compte, qu'est-ce qui déclencherait exactement ces vomissements et ces troubles digestifs.
On a même évoqué un rôle possible aussi de microbiote intestinal avec une certaine dysbiose qui favoriserait le développement de ce genre de réaction. Et il y aurait peut-être un intérêt à supplémenter les enfants qui devraient recevoir peut-être des antibiotiques par des probiotiques. Bon, on le fait pour prévenir la diarrhée associée aux antibiotiques. On pourrait peut-être le faire chez certains enfants prédisposés pour prévenir ce syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Alors le traitement, il aurait une bonne réponse aux antiémétiques et tout particulièrement l'ondansetron, comme dans le CEPA, c'est le bon médicament, c'est le médicament qui marche le plus pour les vomissements. On a recours assez souvent à des perfusions intraveineuses et aux corticoïdes, là aussi, comme dans le CEPA. Il n'y a pas de place pour l'adrénaline. Et l'adrénaline peut même aggraver l'état de l'enfant. L'ondansetron par voie orale pourrait aussi traiter rapidement les récidives potentielles avec d'autres médicaments apparentés ou non, c'est-à-dire si on craint le même syndrome avec d'autres médicaments, on pourrait proposer de l'ondansetron et ça sert justement avant de ramener éventuellement l'enfant aux urgences si on a connaissance de ce syndrome et s'il y a eu des répétitions des manifestations ou un diagnostic de DICE qui a été déjà retenu. On connaît plus ou moins l'histoire naturelle du CEPA. Et pour le lait de vache, par exemple, bien que l'acquisition de la tolérance est tardive, mais elle va certainement survenir. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont certainement devenir tolérants. Mais pour le CEPA, à la différence des allergies classiques au lait de vache, on recommande une réintroduction après l'âge de 18 mois. Pour les formes habituelles, on peut même dès 9 mois réintroduire le lait de vache. Mais pour le CEPA, on attend 18 mois pour réintroduire le lait de vache. Et on connaît plus ou moins l'évolution de ces allergies ou de ces syndromes d'entérocolite induits par les protéines alimentaires. Mais pour le DICE, on n'a pas vraiment encore d'idée claire sur l'évolution. Est-ce que c'est spécifique à l'âge pédiatrique? Est-ce qu'on peut avoir une évolution persistante jusqu'à l'âge adulte? On n'a pas vraiment d'idée jusqu'à maintenant, sachant qu'on a décrit quand même des formes chez l'adulte. Je vous ai rapporté le cas de DICE en rapport avec la prise des IPP chez un adulte de 69 ans. Donc, on ne sait pas encore comment évolue ce syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. On ne connaît pas encore aussi le délai à proposer entre les tests de provocation pour vérifier l'acquisition de tolérance. Je vous ai parlé d'un délai de 18 mois, par exemple, pour le lait de vache, mais pour les médicaments, on ne sait pas. C'est-à-dire on pourra peut-être essayer de revoir et retester, mais on ne sait pas après combien de temps, après l'épisode de syndrome induit par les médicaments. Alors, je vais passer rapidement. J'espère que vous avez pu saisir les similitudes et les différences entre le CEPA et le syndrome induit par les médicaments. Alors, CEPA et DICE sont des réactions finalement d'hypersensibilité non immédiate, non IgE. Le mécanisme est encore mal connu, mais elles sont similaires, comme on vient de le voir, en termes de présentation clinique. De plus, le traitement, comme on l'a vu, repose sur les mêmes mesures thérapeutiques. Les allergènes, bien sûr, ils sont différents. On connaît un petit peu les réactivités croisées pour le CEPA entre les aliments, mais pas obligatoirement pour les médicaments de la même classe. Donc, on n'est pas encore sûr de l'effet croisé de ces hypersensibilités. Les phénotypes forme aiguë ou chronique, on les connaît pour le CEPA, mais pas pour le syndrome induit par les médicaments, et de même pour l'histoire naturelle et les allergènes qui sont toujours à l'étude. Je vous ai dit que seule l'amoxicilline, amoxicilline acéclavulanique et les IPP sont actuellement incriminés. Je vous fais grâce de ces similitudes et différences, mais en tout cas, ça reprend tout ce qu'on vient de voir. Sur le plan clinique, vous avez beaucoup de similitudes, mais les différences, je viens finalement de les citer. Et donc, je conclurai par l'intérêt peut-être de sensibiliser les praticiens vis-à-vis de ces syndromes d'entérocolite, que ce soit le CEPA, de mieux en mieux connu, ou le syndrome induit par les médicaments,
afin finalement de reconnaître ce syndrome, donc poser le diagnostic et proposer bien sûr une prise en charge adaptée, en particulier chez ces enfants. Et comme on vient de le voir, ce syndrome semble être plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. Voilà, merci pour votre attention et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, notre médaillé, professeur Taïeb. Merci, on a appris beaucoup de choses. Le sujet est très important. Bon, j'ai mis les micros et je vais être également. Je passe la parole au professeur Hanimi qui demande la parole. Merci. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. J'ai une question, je ne sais pas si ça a été posé, parce que j'aurai 3 minutes après. Non, pas de souci. Alors, quand on a un DAS à la mosquée protégée, est-ce qu'on a un mécanisme d'allergie par voie injectable et quels seraient les symptômes et à quoi on doit s'attendre si on propose la voie injectable à l'enfant? On a décrit des DAS avec la forme injectable aussi. D'accord. Ça a été rapporté pour les cas cliniques. Je ne me suis pas attaqué à tous les détails des cas cliniques, mais on a eu des DAS suite à l'injection. Quand j'ai vu la physiopathe, il y avait le mécanisme toxique par l'intestin, et c'est là où je me suis posé la question, du coup, est-ce que c'est réellement un problème purement local, qui est lié à l'immunité intestinale, ou est-ce que c'est aussi un problème qui se voit par voie générale? C'est-à-dire la toxicité intestinale, pour ce qui est des autres entéropathies médicamenteuses, sont décrites aussi bien par voie, je dirais, entérale que par voie injectable. Oui, c'est-à-dire il y a un tropisme pour le tube digestif qui fait qu'un médicament quelconque peut justement s'attaquer à la muqueuse digestive. Voilà. Je passe la parole à notre ami Ben Hussein. Merci pour cet exposé clair, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut incriminer une origine génétique à ce syndrome? Est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'on peut savoir à un départ quelle est la population qui va faire cette réaction ou non? Donc, prédictivité. Est-ce que si on ajoute des probiotiques, est-ce que ça atténue les signes ou pas? Est-ce qu'il y a une étude histologique des villosités pour comparer avec le syndrome cœliaque, pour voir est-ce qu'il y a une réaction histologique pour savoir? Voilà, donc ces questions. Merci, Dr. Hussein, pour ces questions. Mais en fait, c'est des questions actuellement de recherche. On ne connaît pas grand-chose sur ce syndrome, bien que les symptômes sont vraiment très classique. Certainement, on a dû rencontrer plusieurs cas qu'on n'a pas pu identifier parce qu'on ne connaissait pas ce syndrome. Je vous ai dit qu'il y a juste une dizaine de cas qui sont actuellement rapportés dans la littérature. Il y a beaucoup de choses encore à apprendre concernant ce syndrome. Prédisposition génétique, on n'a pas encore d'idée, mais probablement c'est des enfants comme tous les autres enfants allergiques, il y a certes une prédisposition génétique à faire de l'allergie. Et chacun fera une forme quelconque de l'allergie, IgE, non IgE, aux médicaments, aux aliments, à d'autres allergènes. Mais probablement, il y a une prédisposition génétique. Pour l'atteinte intestinale, là aussi, il n'y a pas d'études sur les lésions associées au syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Je vous ai dit que juste dans un seul cas, on a fait une TDM abdominale, il y avait de l'œdème pariétal qui touchait le tube digestif depuis le duodénum jusqu'au grêle distal. Mais sur le plan histologique, il n'y a pas encore d'études qui montrent un petit peu les perturbations, je dirais, ou les lésions qui seraient associées à ce syndrome. Rôle des probiotiques,
comme là aussi pour les allergies, on évoque actuellement de plus en plus la place des probiotiques, que ce soit pour la prévention ou même pour le traitement ou l'accélération de l'acquisition de la tolérance pour certaines allergies. Ça a été démontré selon plusieurs études, mais certainement, enfin, pas pour le DICE pour le moment, mais c'est-à-dire par similitude avec les autres allergies, on croit avoir un effet probable des probiotiques, c'est-à-dire si on module finalement le microbiote, on pourrait peut-être induire plus les mécanismes tolérogènes que les mécanismes immunogènes en matière de réaction immunologique. Voilà. Merci. Madame, l'honneur d'être parmi nous. On te passe la parole. Pardon, merci. Je vous félicite pour l'exposé, il était excellent et clair. J'ai 3 questions. La première, ça m'est arrivé d'avoir des CEPA lors des tests de provocation orale et notamment à l'arachide. Ça a été une surprise. Donc, et ça nous a confirmé bien sûr que c'est une allergie non IgE médiée, mais je vous assure que ça a été un mauvais moment. Ceci d'une part. Est-ce que dans vos TPO, vous avez été surpris parfois d'avoir affaire à une association d'allergies IgE médiées plus non IgE médiées? Et la troisième, est-ce que vous faites appel souvent aux recombinants dans votre diagnostic pour éliminer et éviter de faire certains TPO qui peuvent être sévères? Bon, peut-être qu'on sort un petit peu du cadre de syndrome d'entérocolite induit par les médicaments, mais en tout cas... bon, pour les allergènes moléculaires, on n'a pas encore d'idée. Enfin, pour les médicaments, je ne pense pas qu'on fait d'allergènes moléculaires, mais peut-être pour pour les aliments, effectivement, on pourrait se passer de tests de provocation. Il y a des cut-offs, je dirais déjà, pour les IgE spécifiques, et les moléculaires sont mieux, je dirais, adaptés pour peut-être proposer ou éviter un test de provocation. Ça, c'est connu, je pense, notamment en allergologie alimentaire en particulier. Vous avez évoqué l'arachide et l'éventualité d'une allergie non IgE, ce qui n'est pas habituel dans le cas d'allergie à l'arachide. C'est ce que j'ai cru comprendre pour la première question, c'est-à-dire une forme non IgE, c'est ça? Lors des tests de provocation orale, oui. Est-ce que vous avez parfois des CEPA? Parce que j'en ai eu. Alors, c'était pas prévisible, oui. Mais j'étais très surprise. Donc, j'ai commencé par 6 mg, j'ai augmenté, arrivé à 220, vomissement incoercible, léthargie. Et le délai, docteur Hellal, 4 heures après le début de test. De provocation, oui, oui. D'accord. J'ai commencé à 20h, j'ai commencé vers 19h. D'accord. Et ce n'est que vers 10h qu'on m'a appelé d'urgence et j'ai trouvé l'enfant. Enfin, il était déjà perfusé, donc on a... Alors qu'initialement, on avait retenu une forme IgE, bien sûr, avec des tests cutanés, des IgE spécifiques. Ce qu'on voit le plus, par contre, c'est le switch inverse, c'est-à-dire vous avez des formes a priori non IgE, c'est-à-dire on a dû faire des tests initialement, ils étaient négatifs, et puis c'est des enfants qui switchent vers une forme IgE pour le même aliment. Et d'ailleurs, même pour le lait, on le fait. Quand il s'agit initialement d'une forme non IgE et on veut réintroduire le lait de vache, on demande au préalable un dosage des IgE, enfin des tests cutanés et des IgE spécifiques, par crainte justement de se switch vers les formes IgE, auquel cas le test serait différent. On ne peut pas faire le même test parce que les protocoles ils sont différents entre les formes, enfin les IgE et les formes non IgE. Enfin, il y a une progression avec des petites doses au départ, puis avec des intervalles assez précis pour les formes IgE. Mais pour les formes non IgE, on donne en général 2 doses ou 3 doses de 45 minutes à 1 heure d'intervalle, et puis on surveille l'enfant parce que si la réaction devrait survenir, elle va survenir au moins 1 heure après. Mais sinon, donc, dans l'autre sens, à ma connaissance, je n'ai pas vraiment d'idée. Il y a une forme qui était initialement non IgE,
IgE, pardon, et qui est devenu plutôt non IgE, ça, je ne sais pas sincèrement. Professeur Khorassani. Oui, merci Charles. C'est vrai que c'était déjà un plaisir de t'écouter. Franchement, il y a beaucoup de choses autour duquel, en tant que pédiatre universitaire oncologue, pour certaines choses autour duquel on fait des grosses prescriptions hospitalières d'antibiothérapie d'une manière extraordinaire, d'une manière très large, et derrière lesquels on a des patients qui font des troubles, je dirais, diarrhée, etc. On reste dans la philosophie que c'est beaucoup plus lié au processus infectieux, etc., etc. Et derrière, je crois que par rapport à ce que tu viens de présenter, nous avons besoin les uns et les autres de réfléchir autrement. Et de dire que le patient hospitalier, pour lequel des fois nous avons une large prescription de thérapie intraveineuse et des fois de manière anarchique, justifiée ou non justifiée, les patients par la suite présentent des symptômes d'origine digestive, et rapidement on s'oriente vers la pathologie digestive encore infectieuse, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc c'est déjà quelque chose d'intéressant qu'on puisse un petit peu nous, au niveau hospitalier pour des patients comme ça, on réfléchisse autrement. Dire que en fait ce que le patient aurait présenté par rapport à ça pourrait être lié à autre chose que, je dirais, la pathologie infectieuse à l'origine de la diarrhée ou trouble digestif. Alors, et c'était d'une manière pédagogique à présenter les choses d'une manière extraordinaire qui nous permettent un peu de réfléchir autrement. Alors, mon questionnement, lorsqu'on serait présenté par rapport à la situation pareille, la place du labo, qu'est-ce que je demanderais au laboratoire? Quelle est ma prescription? Qu'est-ce que je prescris pour mon biologiste pour qu'il me dise quelle est ma prescription? En tant que pédiatre, en tant qu'il suspecte à quelque chose comme ça, lorsque je vais prendre le banc, j'écris quoi? Je ne sais pas si tu as saisi ma question. Tout à fait. Non, c'est vrai, ça n'arrive pas. C'est pas bizarre. La parole au professeur Rafael. Quelle est ma prescription que j'écrirai au biologiste et à quel biologiste? Est-ce que je dirais au biochimiste? Est-ce que c'est un hématologue? Est-ce que c'est un parasitologue? Est-ce qu'un biologiste de dire un boulot? Oui, je suspecte, là je pense à, s'il vous plaît, IgE. Et c'est quel IgE? Merci. Bon, merci Mohamed, c'est un questionnement qui est assez légitime. Et c'est vrai, on est un petit peu perdu des fois devant des manifestations qu'on n'arrive pas à cerner, qui peuvent se répéter. On pense au du plus simple au plus compliqué parfois quand on a des manifestations, notamment des manifestations digestives. Alors pour ce syndrome tout particulièrement, comme j'ai dit au début, c'est des symptômes basiques, vomissement, diarrhée, un enfant qui peut même se déshydrater. J'ai cité un petit peu quelques diagnostics différentiels, ça peut ressembler à une gastroentérite, ça peut ressembler aussi à une invagination intestinale aiguë, vomissement et même du sang dans les selles, et bien sûr l'urgence, c'est éliminer un problème chirurgical dans ce cas. C'est-à-dire si j'élimine avec mon expérience, avec mes petits examens initiaux, tout ce qui est habituel comme cause, je dirais, de vomissement peut-être ou de diarrhée, là, je pourrais peut-être m'orienter si j'ai un terrain atopique, si j'ai des antécédents d'allergie dans la famille, etc. Je pourrais peut-être m'orienter et je dois en tout cas garder l'éventualité d'une allergie ou d'une hypersensibilité dans mon analyse, je dirais, ou dans mon approche diagnostique. Là maintenant, pour les prescriptions, je n'ai pas vraiment de réponse, c'est-à-dire, je viens de le dire, il n'y a pas de marqueur biologique spécifique de ce syndrome. Je dois faire certes une bonne analyse clinique. Et il y a ce marqueur, peut-être la neutrophilie, qui peut contribuer au diagnostic, notamment quand je ferai éventuellement un test de provocation pour faire le lien entre médicaments et les manifestations cliniques. Mais à part ça,
j'ai pas vraiment de prescription biologique à proposer. IgE, c'est pour les formes peut-être IgE, mais là, c'est un mécanisme non IgE. Les tests cutanés seront négatifs, les IgE spécifiques seraient négatifs. Donc finalement, c'est l'analyse clinique qui prime, et puis peut-être éliminer quelques diagnostics différentiels. Je peux être amené à faire une échographie, vomissement du sang peut-être dans les selles, une diarrhée. Il ne faut pas hésiter peut-être à faire un petit écho, il faut éliminer l'invagination, un bolbolus. Mais sinon, pour les autres diagnostics différentiels qui sont relativement clairs, une fois éliminés, je peux évoquer et faire éventuellement un test de provocation et se baser sur les critères et les guidelines qui sont actuellement retenus pour le diagnostic de ce syndrome. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, pas évident. C'est pas de problème. Moi, je comprends bien le professeur Sorsani, dans le sens où le tableau clinique est en fait tellement banal que forcément on va demander des examens complémentaires, mais en fait pas à viser diagnostic, mais plutôt pour éliminer. Et donc tu as le droit de demander ce que tu veux. L'essentiel, c'est qu'il y a des pathologies, des diagnostics différentiels à éliminer. On sera obligé de les écarter pour pouvoir retenir ce syndrome. La seule chose, et sous ta confirmation, c'est que ce syndrome-là, c'est un tableau qui sort de l'ordinaire, de la gastro-entérite ordinaire, avec quelque chose de très important, c'est la pâleur et la léthargie qui survient de façon importante. Et je pense que cet élément-là qui fait vraiment le diagnostic et qui fait la part des choses par rapport au gastro-entérite qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Et on s'est dit, bon, il vomit, Mais le fait qu'il soit léthargique, qu'il soit pâle, que ça évolue très très vite, rapidement, il va vomir, il va avoir la diarrhée, c'est quelque chose de foudroyant et qu'il va se mettre en choc hypovolumique, c'est ça qui fait globalement la différence entre la gastro-entérite banale, on va dire qu'on voit tous les jours, et puis ce syndrome de SEIPA ou les médicaments. Je cède la parole au professeur Kerboubi. Oui, moi je reste dans le même sens et dans le sens de la réponse de Setaer pour dire que devant un tableau pareil, et pour revenir aux critères de diagnostic, il me paraît difficile de demander aux praticiens de penser au DICE en premier lieu. Parce que devant un enfant qui est sous antibiotiques, parce que l'amoxicilline et l'amoxicilline acide clavulanique, c'est quelque chose qu'on utilise, ça vient en tête d'antibiotiques les plus utilisés en pédiatrie. Et puis, ce sont des enfants qui en ont déjà consommé. Moi, je ne sais pas, mais quand on voit un enfant, il en a déjà consommé fortement une amoxicilline. Donc, pour revenir aux critères de diagnostic, en premier, moi, un enfant comme tu as présenté tout à l'heure, avec vomissement, léthargie et 39, pour moi, c'est un choc septique jusqu'à preuve du contraire. Et au contraire, je vais peut-être élargir le spectre d'antibiotiques, je vais le remplir. Les corticoïdes tout à l'heure l'ont amélioré, peut-être que c'était un choc septique. Moi, je vais me dire, c'est ainsi que je vais raisonner. Je vais d'abord penser devant un tableau pareil à tous les diagnostics différentiels que tu as justement évoqués, mais peut-être qu'on va penser au DICE devant un enfant qui va répéter la même chose après des prises d'antibiotiques. Alors là, on va se dire quand même, il ne va pas faire un choc septique tous les 6 mois, parce que nous, on voit des enfants qui sont sous amoxicilline 3-4 fois par an. Je pense. Et puis moi, je me pose aussi la question, comment se fait-il que l'amoxicilline et l'amoxicilline acide sont de vieilles molécules? Et franchement, on n'y a pensé que depuis 2014. C'est bizarre. Il n'y a pas de corona en 2014, donc du coup, en médecine, tout est possible. Bon, le mien, j'adhère parfaitement à ton raisonnement, c'est-à-dire un premier épisode, oui, j'évoquerai tout ce que tu as cité, mais devant la répétition de ces syndromes, c'est comme ça que j'évoquerai finalement le diagnostic. Moi, je pense qu'il faut penser et corroborer ce qu'a dit notre S'il vous ami plaît. Khalid, c'est vomissement et état léthargique. Il n'y a pas 36 000 diagnostics, bien entendu, dans une période assez courte. On peut avoir des vomissements amplifiés un petit peu, mais avoir cet état pratiquement semi-neurologique, il faut penser au CEPA. Oui, mais c'est un état clinique qui survient... Micro, s'il vous plaît. Le problème qui se pose, c'est que c'est un état clinique qui survient chez un enfant sous antibiotiques. Donc un enfant qu'on a mis sous antibiotiques, ça veut dire qu'on a suspecté une infection bactérienne. Et donc si cet enfant qui, soi-disant, se présente chez moi
avec une notion de prise d'amoxicilline et qu'il me dit que voilà, il a commencé à vomir et devenir léthargique, moi c'est... Vous voyez, donc c'est le contexte qui fait. Le saïpa, là aussi, comme disait Zineb, on n'y pense pas en premier, mais c'est surtout la répétition. Et en général, voilà. Le premier cas, lequel? Je te laisse t'exprimer, donc on veut bien savoir pourquoi 2014 pose problème. Là, comme vous avez dit, les uns et les autres, nous étions des pédiatres et le phénomène existait auparavant. Mais pourquoi exactement en 2014, alors qu'en 2014, normalement, la pédiatrie et la médecine a beaucoup évolué? Pardon? En 2014. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Merci notre cher professeur pour cette présentation excellente. J'ai seulement 3 questions concernant la première concernant les critères diagnostiques. Vous avez dit des questions simples. Après l'introduction de l'amoxicilline, donc 5 heures après, on fait l'INFS, on voit une augmentation des globules blancs. Est-ce qu'il y a une composante des eosinophiles dans cette augmentation des globules blancs? Parce que vous avez parlé que des neutrophiles. Les neutrophiles qui augmentent. La deuxième chose, c'est qu'après 3 heures ou 4 heures, elle fait les vomissements avec les diarrhées et on trouve une pâleur. Est-ce que cette pâleur est en relation avec les diarrhées sanglantes parce que vomissement, diarrhée, léthargie doit être déshydraté? Mais pourquoi la pâleur? Est-ce qu'il y a une composante de la diarrhée qui est sanglante ou non? C'est plutôt une dysautonomie qui peut accompagner, ça dépend d'une hyperactivité vagale, donc l'accès de pâleur qui accompagne le malaise, voilà. D'accord. Ou la rapidité, voilà, d'installation des vomissements. Voilà. Et la troisième question concerne le test de provocation lorsqu'on réalise, et parmi les précautions d'emploi qu'on réalise lorsqu'il présente la réaction, normalement, on introduit l'adrénaline. Et dans ce cas, on n'introduit pas l'adrénaline. Lorsqu'on a une manifestation comme ça, par quoi on va réagir? Est-ce seulement par la corticothérapie ou par... L'adrénaline n'est pas du tout efficace dans le syndrome d'entérocolite. Enfin, il y a plutôt un choc hypovolémique, ce n'est pas l'anaphylaxie. C'est différent, ce n'est pas le cœur qui lâche, c'est plutôt l'hypovolémie à cause des pertes hydriques importantes, vomissements importants, éventuellement de la diarrhée. Et donc, c'est la tendance plutôt au choc hypovolémique. Et donc, la prise en charge consisterait en une réhydratation et puis éventuellement de la corticothérapie qui a montré aussi un effet qui peut accélérer, je dirais, le rétablissement de la volémie. C'est-à-dire, l'épinéphrine n'a pas de place, non, il est même inefficace et peut être même dangereuse parfois. C'est le remplissage, il faut remplir. Voilà, il faut remplir. Non, pas très Aucune place. Aucune place. Merci beaucoup. Là, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai juste une remarque. Le CEPA digestif ou protéines d'élevage, c'est comme a dit Madame Lehel. Quand il est là, tu le sais. Parce que la maman t'appelle, elle te dit, il est pas bien, il va s'évanouir. Il n'a pas d'antibiotiques. Et il n'a pas oui, pour les protéines, c'est facile. C'est-à-dire, c'est pas... Quand c'est un CEPA, la maman, elle te le dit au téléphone, juste sur ce qu'elle te dit. Il est pâle, elles le disent, et il va s'évanouir. Même à 6 mois, elles le disent. Oui, c'est peut-être un élément d'orientation. J'avais un message, je voulais le montrer justement sur mon téléphone, qu'une maman a envoyé à 10h du soir. Elle avait donné son biberon à 7h de l'après-midi. Premier biberon de lait artificiel, soi-disant, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il en avait reçu avant. Et à 10h, l'enfant s'est évanoui, il était pâle, il était léthargique, et elle a envoyé un message en urgence. C'était un CEPA. C'est très probablement un CEPA. Merci beaucoup. Merci, professeur Taher, pour ce débat et pour cette communication très, très intéressante. Donc, j'applaudis à mon tour.